On peut pas se dire qu'on arrive et qu'on veut mettre en place une démarche d'amélioration continue avec des grandes idées, sans comprendre l'histoire de la boîte, sans comprendre l'histoire de la production, sans comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là et pourquoi est-ce qu'elle en est à ce stade-là. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Margot. Salut Margot. Salut Arnaud. Dans mes podcasts, je ne sais pas si tu en as déjà écouté, dans nos podcasts, j'ai une question fétiche que j'aime bien poser aux gens. C'est comment ça va ? Eh ben écoute, ça va super bien. En tout cas de mon côté, je sais pas du tien, mais du mien ça va très très bien. Aujourd'hui il fait très beau là où je suis et ça sent l'automne, donc je vais très bien. Ben, moi aussi, ça va super bien. C'est vrai que il y a les mauvais jours qui arrivent, on n'est pas là pour parler météo, mais moi j'aime bien parce qu'il y a la neige qui arrive. Margot, pourquoi est-ce qu'on t'a invité aujourd'hui sur ce podcast-là ? Qu'est-ce qui fait qu'on a invité Margot Pissard à venir parler aujourd'hui ? Je pense que bon déjà moi j'ai connu donc ta boîte parce que je suis en veille de ce qui se fait en termes d'amélioration continue et l'amélioration continue c'est quelque chose qui me touche au quotidien aujourd'hui et qui me touche depuis très longtemps dans mon job, donc je pense que c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est vrai, parce que là ça fait combien de temps que tu fais de l'amélioration continue ? Ça fait... T'as commencé il y a longtemps. Je vois les premiers stages en 2008. Oui, oui, moi j'ai l'impression d'avoir fait de l'amélioration continue depuis que je travaille, parce que ça fait partie du job de chacun en fait, aussi bien des managers en industrie que effectivement des responsables d'amélioration continue, des chefs d'équipe. Donc j'ai l'impression d'en avoir fait tout le temps. Donc ça fait partie de notre quotidien. Parce que du coup, ce que je trouve assez ouf, en fait, c'est que tu as fait des stages aussi en production, beaucoup, avant de faire de l'amélioration continue. Oui, parce que dans mon parcours, en tout cas d'études, il y avait beaucoup de stages. Et à l'époque, j'étais passionnée d'un sujet qui était la transformation laitière. Du coup, j'ai orienté tous mes stages là-dedans. Et la finalité, c'est un stage effectivement en industrie un peu plus grosse, dans une usine dans le nord de la France de Danone, où en fait, là, c'était vraiment un stage purement amélioration continue, parce qu'on se parlait de SMED, donc de diminution de temps de changement. Alors, attention, il va falloir que tu expliques. Je suis désolé. Je sais que sûrement, il y a beaucoup de gens qui connaissent, tout le monde connaît, mais je sais aussi qu'il y en a qui connaissent pas, qui osent plus demander. Qu'est-ce que ça veut dire SMED, Margot ? SMED, ça veut dire Single Minute Exchange of Die. C'est un nom très compliqué pour dire qu'on va en tout cas travailler sur comment se déroule un changement de format, un changement de produit, pour l'optimiser sans faire courir les personnes qui le réalisent, et donc ça c'est souvent géré sous forme de chantier en co-construction quand on est déjà à un certain stade de maturité dans l'industrie. Donc en gros, concrètement, quand tu fais un chantier SMED, généralement ça démarre à cause de quoi ? Pourquoi est-ce qu'on décide de faire un chantier SMED ? C'est pour optimiser un temps de production, c'est ça ? Sur une pièce ? C'est pour optimiser un temps entre un dernier type de produit et un nouveau type de produit. Donc, par exemple, pour être concret, si on fabrique des yaourts, on part, par exemple, d'un yaourt à la framboise et on va sur un yaourt à la vanille. Ça, c'est un changement, par exemple, de parfum. Et on peut optimiser ce type d'enchaînement. Ça peut être aussi un changement de format.
un format entre, par exemple, on fait du par 4, on va passer sur du par 12. Voilà. Et après, tu disais, on commence un chantier SMED quand? Moi, en tout cas, pour moi, on commence jamais un chantier SMED au tout début de l'amélioration continue. Pour moi, un chantier SMED, ça s'entame quand on a déjà atteint un certain stade de performance sur nos lignes, parce que c'est jamais une première priorité. Ok, donc c'est vrai. Le chantier SMED, c'est un peu t'as le droit d'y toucher quand tu commences à un peu plus maîtriser. T'es un peu comme des niveaux dans les jeux vidéo. Il faut avoir fait quelques quêtes avant d'avoir le droit de faire le chantier SMED. C'est pas pour les débutants. Et donc du coup, quand on fait un changement de série, en fait, c'est ça quoi. C'est quand on change de série et qu'il faut optimiser ce temps de changement de série. Tout à fait. Et pour répondre à ton image de jeu vidéo, il faut se mettre aussi un peu à la place des opérateurs. Quand on a des opérateurs qui sont, en tout cas sur une ligne de production, qui tournent à un rendement à 50%, c'est-à-dire qu'ils sont quand même embêtés 50% probablement du reste du temps. Ce qui, on le rappelle, est la norme, je pense, dans l'industrie. Enfin, tu vois, pour un peu détendre tout le monde. 50% de temps de rendement, c'est pas mauvais, finalement. C'est pas forcément ce qu'il y a de. Ça dépend des industries, hein, mais c'est pas forcément ce qu'il y a enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai connu de plus performant. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si on commence à parler de SMED, faut déjà que les opérateurs ils soient déjà sur une ligne de production qui tourne bien. On va pas commencer à parler de SMED en toute humilité quand l'opérateur il est déjà très embêté le reste de son temps sur la ligne. On va déjà essayer de résoudre ces problématiques à lui qu'il rencontre au quotidien plutôt que d'aller améliorer ses temps de changement. Ouais, parce que du coup, il comprend pas qu'on vienne améliorer un tout petit truc alors qu'il a des problèmes beaucoup plus gros qui lui font perdre beaucoup plus de temps, quoi. Le SMED, c'est vraiment, c'est qu'on vient affiner, quoi. C'est un peu comme si jamais tu disais, tu commençais à faire la peinture alors que t'as pas fini d'installer le toit de ta maison, quoi. Exactement. C'est comme si tu avais une personne qui, dans sa maison, a une fuite qui prend toute la cuisine et que tu lui dis, bah tiens, ce serait peut-être bien qu'on refasse la salle de bain. Ok, ouais. Normal, ouais, ok. Je comprends du coup que... Donc ça, c'est un outil que tu as beaucoup pratiqué, le SMED? Un peu. Après, ça n'a jamais été, en tout cas, quelque chose que j'ai fait tout le temps. Je me suis d'abord intéressée aux problématiques, les premières problématiques qu'on rencontre dans les usines. C'est rarement le premier sujet qu'on entame, le SMED. C'est quoi le premier sujet qu'on entame du coup, toi, que t'as entamé en tout cas dans les usines? En tant que manager, déjà, il y a la culture. La culture qui est importante. Moi, je pense que quand on entame une démarche lean ou amélioration continue ou excellence opérationnelle, ça dépend comment on l'appelle. Il faut déjà qu'il y ait une culture qui soit là, une base. Et tant que cette culture-là, elle n'est pas là au sein de tous les opérateurs, de tous les managers, de toutes les personnes qui peuvent être sur ligne, c'est dommage d'aller installer des outils si la culture n'est déjà pas là. Donc moi, mon premier, on va dire ma première observation, c'est est-ce que déjà la culture est là et est-ce que chacun d'entre eux se sent assez à l'aise pour entamer cette dynamique-là. Alors moi j'ai deux questions par rapport à ça. Parce qu'en fait j'entends, t'es pas la première qui nous le dit, et c'est vrai que je trouve ça intéressant et je m'étais jamais trop retardé dessus, mais t'as raison en fait. Souvent les gens même ils nous disent, plutôt les consultants d'ailleurs, ils nous disent si la direction n'a pas envie de faire d'amélioration continue, ça sert à rien. Vous en ferez pas. Mais toi, tu dis, et je trouve ça très intéressant aussi, il faut qu'il y ait une culture d'amélioration continue, et il faut que les gens y aient envie. Comment tu fais comment est-ce que tu arrives à mesurer qu'il y a ou pas cette culture-là? C'est quoi des indicateurs concrets qu'il y a cette culture et que les gens sont prêts? Tu vois, il y a quelqu'un il est en train de nous écouter, ou il va nous écouter, tu vois, il est en train d'aller en voiture au boulot, ou il est le soir chez lui, je sais pas. Et là, dans son usine, il vient d'arriver, il se dit, OK, il faut que je mette en place l'amélioration continue. Et il se pose la question de comment savoir si les gens sont prêts ou pas, quoi.
Alors déjà, faut aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps sur le terrain. Moi, je pense que pour pouvoir sentir, parce que c'est vraiment sentir, hein, c'est pas une question d'indicateur, de résultat, c'est vraiment sentir les choses sur le terrain, comment réagissent les gens, comment réagissent les gens aux problèmes et face aux changements. Donc ça, c'est passer du temps sur le terrain dans tous les secteurs, avec n'importe quelle personne, poser les questions, être curieux. Donc ça, c'est déjà la première attitude que doit avoir, je pense, une personne qui souhaite mettre en place cette démarche-là. Et après, je vais plus te donner des phrases qui, pour moi, représentent bien la culture. Et du coup, quand tu es sur le terrain, il faut que tu te dises, OK, est-ce que c'est vraiment ces phrases-là que j'entends, du type rechercher ce que je peux faire et non pas ce que je peux pas faire. Ça peut être mettre en place immédiatement les propositions d'amélioration sur le terrain plutôt que d'attendre. Ça peut être aussi ne pas chercher la perfection, traiter peut-être que 60% d'un problème dans un premier temps. Résoudre les problématiques, tu vois, les unes après les autres. Savoir féliciter aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut sentir. Est-ce que sur le terrain, quand les résultats sont bons, on félicite. Se baser donc, sur toi, des données aussi. Chez les gens, excuse-moi de te couper, pardon. Tu cherches chez les gens ces choses-là en fait. Tu cherches à regarder si jamais ils appliquent des choses directement, si jamais ils se félicitent, etc. C'est une sorte d'état d'esprit déjà qu'il faut aller sentir. Est-ce que cet état d'esprit-là est là sur le terrain ? Est-ce qu'on sent cet état d'esprit-là sur le terrain ? Tu vois, se baser sur des données et des faits, c'est quelque chose qu'on peut très vite sentir sur le terrain en fait. Quand on pose des questions, est-ce qu'il y a une recherche vraiment des causes racines en se basant sur des données ? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut sentir très très rapidement sur le terrain. Rechercher aussi des transversalisations. Tout ça, c'est des choses quand on commence à passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur le terrain, qu'on participe au rituel, qu'on participe à tous les stades de production, on peut très vite sentir si déjà cette culture-là, cet état d'esprit est là. Et pour moi, si déjà cet état d'esprit est pas là, il faut déjà arriver à chercher le déclic. Ça tombe bien. Beau jeu de mots. Alors ok, mais t'as dit il faut passer du temps sur le terrain. Donc je suis à 100% d'accord. De toute façon, généralement dans ces podcasts, les gens ils disent des trucs et je suis tout le temps d'accord avec eux. Et c'est comme ça. Mais par contre, comment est-ce qu'on fait pour passer du temps sur le terrain ? Ça veut dire quoi passer du temps sur le terrain ? Tu vas produire avec les opérateurs ? Tu restes à côté d'eux ? Tu vois, c'est quoi ? Comment tu fais ? Alors, moi, j'ai aucun souci à ça, en fait, à aller sur le terrain. Alors, à partir du moment où on a l'attitude, la curiosité et l'humilité de se dire qu'on connaît pas, c'est un peu savoir poser des questions, l'art de savoir poser des questions en fait aussi. Il faut savoir poser des questions. Ça peut être sur le terrain, savoir dire tout simplement tiens, je connais pas ton métier. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais, comment tu le fais, quelles sont tes problématiques, pourquoi pas le faire aussi. Parce que des fois, tester ce que la personne fait, ça permet de se rendre compte de sa tâche physiquement. Donc ça peut aussi être, comme tu le dis, une très très bonne idée. Mais je pense que c'est avant tout savoir poser des questions, être curieux et puis avoir l'humilité de se dire qu'en fait, on n'a jamais tout saisi ou tout compris. Donc y retourner une fois qu'on a encore des questions, c'est ça un peu passer du temps sur le terrain. Et c'est aussi savoir se fixer dans son agenda régulièrement des horaires où on se dit cet horaire-là, pour moi, il est dédié à passer du temps sur le terrain sur tel sujet ou bien avec telle personne, avec tel type de métier. Ah, c'est pas mal ça. Toi, tu parles du coup aussi de cette récurrence, c'est-à-dire c'est pas juste un effort qu'on va faire au début, parce que forcément, au début, quand on arrive dans l'usine, on n'y connaît rien, donc on est obligé de descendre sur le terrain. Il faut qu'il y ait cette récurrence après. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, dans ma façon de faire, je pense qu'il faut savoir dans son agenda se créer des temps où sur un sujet spécifique, on aille sur le terrain pour se rendre compte un peu de ce qui se passe, parce que les choses évoluent très vite, les mentalités aussi, on va dire les ambiances aussi. Donc à un moment donné, quand on veut mettre en place une démarche d'amélioration continue et qu'on n'est pas sur le terrain de base tout le temps, il faut déjà sentir comment sont les choses et si on arrive au bon moment.
Ok, c'est cool. Ça, c'est des. On en revient un peu toujours sur ces podcasts, un peu sur ces mêmes thématiques, mais je pense que c'est important de reparler. Tous les gens, ils nous parlent de passer du temps sur le terrain, de d'oser, et du coup, moi, je trouve que le conseil, il est très bien. C'est allez-y, descendez avec, en laissant votre ego en haut, en venant avec de l'humilité, de l'envie d'apprendre et faire du coup. Toi, tu conseilles de pas hésiter aussi à produire, quoi. Oui, bien sûr. Alors sur des machines, automatisées, hein, ça dépend de quel type d'industrie on se parle, hein, mais dans le faire, il y a différentes choses dans le faire en fait. Si on se parle d'opérateurs qui conduisent des machines 100% automatisées, on n'est pas dans la même chose dans le faire que quand on est sur des tâches plus manuelles. Donc ça dépend des industries, mais il y a toujours quelque chose à faire avec les personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent leur métier et qui parfois sont fiers et même certainement sont très souvent, moi en tout cas dans tous les cas, sont très fiers d'expliquer ce qu'elles font et quelles sont leurs problématiques. Je suis d'accord avec toi. On oublie souvent qu'il y a une fierté à la production parce que ça reste quand même à la base des métiers d'artisanat. Et puis il y a une fierté sur ce qu'on fabrique aussi. Généralement dans les usines, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a cette fierté, elle est importante. Du coup, première étape, tu disais descendre dans l'usine, écouter, regarder, sentir le terrain. Et après, tu dis, moi, je lance jamais des chantiers complexes, toujours des choses simples où je sais que ça va être facile à mettre en place. Oui, oui, alors il y a des bases, hein, quand même je trouve dans la mise en place dans une démarche d'amélioration continue. Donc la base, pour moi, le socle, effectivement, c'est ce que je te disais, c'est la culture, l'état d'esprit. Et ensuite, pour moi, il y a ce qu'on appelle tout ce qui touche à l'autonomie des équipes et les organisations. Donc, ce qu'on va avoir dedans, ça va être cette fois-ci non pas des outils spécifiques qui sont vraiment pour moi la dernière étape, mais des rituels, la recherche de données, des standards, la mise en place de KPIs et de cibles. Ça, c'est vraiment comment créer l'autonomie des équipes de manière à ce qu'elles-mêmes, elles arrivent à gérer dans leur secteur leur production. Et ça, c'est une deuxième étape après la culture. Et ça, c'est quelque chose qui se construit pas tout seul, ça se co-construit en équipe. Et c'est quelque chose qu'il faut co-construire avec eux pour que ça ait du sens et que ça soit pas juste comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Quand on se parle après d'organisation, moi je trouve qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont importantes à insuffler. Ça peut être par exemple être responsable de sa zone, être propriétaire et être clair sur la définition des rôles et des fonctions de chacun. Donc ça, c'est deux autres, on va dire, pierres qu'il faut baser sur le socle de la culture et de l'état d'esprit. Donc tu viens et tu touches vraiment à tout finalement quand tu fais de l'amélioration continue dans l'usine parce que là tu m'as parlé de rôle, tu m'as parlé d'objectifs. On n'est pas que sur une optimisation locale, on est sur la définition des responsabilités, des missions de chacun. Limite, ça peut toucher au contrat de travail. On est sur l'agencement. Enfin, tu vois, c'est là où on se rend compte que finalement, et tu parlais de culture tout à l'heure, t'as besoin d'avoir ce socle de culture et que les gens soient prêts parce qu'en fait, on va toucher à tout. Oui, et oui, parce qu'en fait, j'ai une vision qui est très holistique aussi de l'amélioration continue. Alors Holistique. Je connais le mot, mais je suis pas sûr de la Ouais. définition. Ouais, je pense de par mon parcours aussi, parce que pour moi la performance ça touche. Alors je vais la faire très très comme j'ai été moi un peu formatée, mais ça touche déjà la sécurité des hommes, ça touche la qualité du produit, ça touche les coûts de production, ça touche la performance, donc ce qu'on appelle vraiment la capacité à livrer en temps et en heure, ça touche la motivation des équipes. Et puis le dernier petit socle qui commence quand même un peu à beaucoup montrer le bout de son nez dans l'industrie, c'est l'environnement, la nature. Ah ben ça, c'est plus on fait des économies, moins on pollue, et plus on fait des économies, plus on est performant. Oui, ça va avec. Donc tu vois, c'est un peu une vision assez holistique. Et du coup, quand on arrive à faire comprendre que l'amélioration continue, ça touche tous ces items-là, et ben forcément derrière, ça impacte beaucoup de choses
Et l'important, c'est de le faire en co-construction. C'est pas de le faire de son côté. Et je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de savoir aussi quel est le bon moment, être assez en contact avec les gens pour savoir quel est le bon moment et quel est le besoin pour entamer telle ou telle chose. Ok. Ça, c'est la première fois enfin, on en a peut-être sûrement déjà discuté, mais j'aime bien cette notion. Il y a un moment pour faire de l'amélioration continue. Je dirais C'est pas une que machine, quoi. C'est des hommes, c'est des gens, quoi. Excuse-moi, tout à je t'ai fait. coupé, tu disais. Non, moi, je vais te citer une phrase que j'aime bien et que j'aime bien utiliser dans l'amélioration continue, qui dit qu'on bâtit avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que on peut pas se dire qu'on arrive et qu'on veut mettre en place une démarche d'amélioration continue avec des grandes idées, sans comprendre l'histoire de la boîte, sans comprendre l'histoire de la production, sans comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là et pourquoi est-ce qu'elle en est à ce stade-là. Et du coup, sentir quelles sont les premières étapes, parce qu'effectivement, on pourra avoir un fil directeur qui est tout tracé, mais malheureusement, ça se passe jamais réellement comme on l'a tracé dans les 5-6 prochaines années quand on commence une démarche d'amélioration continue. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi savoir sentir les opportunités qui viennent du terrain et quels sont les bons moments pour se dire en fait peut-être que ça j'avais prévu de plutôt le démarrer dans 1 an, mais là a priori ils sont prêts, allons-y. Ça j'avais prévu de le faire tout de suite, ils n'ont pas l'air d'être prêts, donc peut-être qu'on va décaler ce point-là et on le fera peut-être plus tard et on va faire celui-là en amont. Et tu sais qu'ils sont pas prêts parce que tu leur as demandé. Je sais qu'ils sont pas prêts parce que des fois quand on en discute sans se dire qu'on va initier le projet, on peut sentir quelles sont les réactions et se mettre aussi à la place d'eux, la personne. Et je sens qu'ils sont prêts quand ils en parlent d'eux-mêmes. Ok. C'est pas mal ça. Ça, c'est un bon tips. Tu sais que ton équipe, elle est prête quand t'entends les discussions et que c'est pas toi qui amène le sujet, quoi. Oui, on peut avoir des personnes qui nous disent non mais ça c'est quand même extraordinaire qu'on l'ait pas encore mis en place. Et Ah du ouais, là, coup, tu sais que c'est le moment, là. ouais. Ok. Ah, c'est pas mal. Ah, elle est pas mal, celle-là. Je l'avais jamais, ouais. Puis en plus, elle est applicable à beaucoup de choses. Moi, j'ai plein d'idées aussi pour ma boîte perso. Ok. Et, ok. Donc, chez Danone, j'imagine que tu as été formé, c'est la belle école. Il y avait déjà pas mal de gens qui faisaient de l'amélioration continue. C'était dans la culture de la boîte où tu es arrivé dans une période aussi où ça démarrait chez eux. Parce qu'après, tu as passé beaucoup de temps chez eux quand même. Oui. Danone, ils avaient quand même mis pas mal de choses en place et c'est une très 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 bonne école effectivement. D'autant plus que il faut quand même se dire une chose, c'est que quand on est dans une industrie où on travaille avec de la DLC, donc de la date limite de consommation, sur des produits ultra frais, ça tend énormément le système et donc on est obligé de travailler sur de l'amélioration continue parce que pour être concret, vraiment pour être concret, le lait, ça n'a pas une durée de vie indéfinie. Donc le produit fini n'a pas une durée de vie indéfinie. Donc à un moment donné, il faut stretcher pour être bon sur les timings, pour être bon sur les résultats. D'autant plus que les marges sont pas énormes non plus comparé à d'autres industries. Donc c'est une très très bonne école pour ça, travailler dans une usine où on est sur de la DLC. Et après, plus on part vers de la DLUO ou bien d'autres produits qui sont pas forcément de l'agroalimentaire, plus en fait la démarche d'amélioration continue, elle doit être abordée différemment. Elle coule moins de sources que dans une usine où on est sur de la DLC. Donc moi, j'ai vraiment eu une super chance et école dans ces usines-là parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on change de type de produit et qu'on se dit ah oui effectivement c'était quand même une super école. Stylé. Et du coup, c'est quoi alors si c'est une super école, c'est quoi les erreurs que vous faisiez pas chez Danone et que tu as vu chez les autres peut-être? Tu vois, un truc chez Danone, ça serait jamais arrivé. Et en fait, chez les autres, ça arrive parce que, en fait, ils ont
Ouais, maintenant, du coup, c'est rancré dans la culture de Danone que ça, bah, tu vois, genre, c'est un truc, bah oui, on l'a assez fait, on sait qu'il faut plus le faire, quoi. Ouais. Alors, quelque chose qui était très, très ancré chez Danone, et ça fait partie vraiment je pense oui, de la culture et des valeurs de l'entreprise, c'est l'humain. C'est de se dire, en fait, pour mettre en place une démarche lean ou une démarche amélioration continue, c'est quelque chose qui se co-construit avec l'humain et avec les gens qui sont présents et avec l'histoire de l'usine. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait très bien et qui, pour le coup, je n'ai jamais rencontré à l'inverse dans d'autres usines, parce que là où je suis actuellement, et je pense que probablement ça fait aussi beaucoup partie de mes valeurs, et du coup naturellement je vais vers des sociétés qui ont ces valeurs-là. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait très très bien. Euh, Inversement, je pense que ce qui est compliqué dans les usines à l'heure actuelle, notamment qui sont dans des domaines très concurrentiels, c'est les nouveaux lancements, les nouvelles lignes de production où les timings sont très serrés, et donc où il faut très rapidement atteindre des performances élevées. Et donc ça, c'est souvent un moment, on va dire, un espace-temps où tout doit s'accélérer très très vite. Et c'est là où on se rend compte si des choses comme des vertical ramp-up ou des vertical start-up, de lancement de nouvelles lignes ou de nouveaux produits sont bons, parce que les choses sont vraiment, les projecteurs sont mis sur quelque chose, sur une équipe, et du coup la pression n'est pas la même, et il faut aller très vite dans une dynamique d'amélioration continue, et tout en souplesse, parce que les gens peuvent aussi être sous pression. Et c'est là où tu vois, quand tu as la pression, si jamais les principes fondamentaux de d'abord faire attention à l'humain, etc., ils volent en éclats ou pas. Parce qu'en fait, c'est dans la pression que tu vois en fait la vraie culture de l'entreprise, qui n'est pas immuable. Hein. Elle évolue, une culture d'entreprise. Tu vois, c'est pas. Moi, je suis pas pour flageller des sociétés, mais justement il faut comprendre ses défauts. Si on comprend pas ses défauts, on peut pas les améliorer, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est la démarche même de l'amélioration continue, c'est savoir regarder en arrière et se dire, bon, qu'est-ce qu'on a bien fait, parce que c'est important aussi de se dire ce qu'on a bien fait, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Ça, c'est vrai que tu trouves qu'on prend le temps ou pas assez dans l'industrie, quand même, de se poser ces questions-là? J'ai l'impression que ça évolue de plus en plus. Je pense que c'est je vais répondre un peu différemment. Je pense que c'est propre à chacun de prendre ce temps-là, en fait. Parce que quand on a cette culture-là, quand on commence à travailler en équipe, le premier projet qu'on fait avec une équipe, on se dit, en fait, je vais peut-être pouvoir retravailler encore avec cette équipe. Donc, prenons ce temps-là ensemble pour se dire, mais qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on voudrait faire mieux, pour qu'au prochain projet, cette dynamique-là, elle soit encore plus rapide, parce que une équipe, c'est lent à mettre en dynamique. Par contre, une fois que c'est mis en dynamique correctement, c'est très très puissant. Donc, il faut prendre ces temps-là pour pouvoir créer aussi ces rouages-là et les mettre correctement dans le bon sens, quoi. Il y a un parallèle que j'ai remarqué à travers des gens qui font de l'amélioration continue comme toi, ou des consultants. C'est qu'en fait, toi, tu as fait 5 ans d'études sur l'amélioration continue. Tu peux pas demander à un opérateur à qui t'as expliqué ça depuis 10 minutes d'avoir tout compris, quoi. Et donc, il faut c'est ce que tu dis, tu vois, et t'as raison. Ce que tu disais, tu vois, c'est, il faut prendre le temps aussi d'amener les équipes au même niveau de compétence que toi tu as, ou en tout cas au même niveau de compréhension, parce que eux, ils débarquent là-dedans, quoi. Oui. Après, je suis intimement persuadée que c'est aussi et surtout à la personne qui veut mettre en place la démarche de se mettre au niveau des autres, en fait. Et je suis aussi intimement persuadée que chacun à son niveau, avec ses propres mots, parce qu'on n'a pas tous les mêmes termes, a une manière de vouloir participer à la démarche de l'amélioration continue. Peut-être qu'on ne l'appellera pas démarche d'amélioration continue, mais d'une manière ou d'une autre, il faut quand même être certain qu'un opérateur, il n'a qu'une seule envie, c'est arriver en bonne santé, repartir en bonne santé, faire un bon produit,
et ne pas trop embêter sur sa ligne. Ça, je suis clair. Moi, je rajouterais un autre truc à ça, à ce que tu viens de dire, c'est j'appelle ça le contrat moral. L'opérateur ou l'opératrice vient sur la ligne de production et il a un contrat moral avec lui-même, c'est qu'aujourd'hui, il doit fabriquer, je sais pas moi, 300 yaourts, tu vois, j'ai une bêtise, ou 10 tables, tu vois. Et si jamais il a pas fait son quota, moralement, bah, il a pas atteint son chiffre, tu vois. Et il a aussi cette fierté d'avoir atteint son contrat moral, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et je voulais pas dire, tu vois, qu'ils avaient pas la capacité de comprendre. Je suis d'accord mais tu le dis mieux que moi, t'as raison. C'est à toi aussi de te mettre à leur place et de te mettre et de pouvoir faire en sorte que tu arrives à leur expliquer et à leur comprendre qu'en fait ils ont intérêt à ce que ça se passe, quoi. Oui, et puis il faut quand même se dire les choses. Ils passent du temps sur leur lieu de travail. Et moi, j'ai pas une seule fois rencontré une équipe qui avait pas un petit peu quand même l'envie et on va dire le challenge de réaliser le tonnage ou bien réaliser le volume qu'on lui a demandé. Sans le vouloir, j'avais même des équipes qui se disaient bon bah voilà, ça c'est ce qu'il faut faire cette semaine et qui sont déçus à la fin de cette semaine si on l'a pas fait. Mais alors ça, amen. Enfin, je veux dire, moi, je pense que c'est un mythe. Ça, c'est un mythe, tu vois, des directeurs ou des cols blancs. C'est un mythe des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Des opérateurs qui font tout pour pas bosser. Je suis d'accord. Moi, je suis comme toi. Toutes les usines qu'on a visitées, qu'on a rencontrées, les gens, ils sont déçus si jamais ils ont, comme tu le dis, un objectif sur la semaine. Souvent, c'est à la semaine. T'es déçu quand t'as pas réussi ton objectif, quoi. Et c'est ça la réalité terrain, c'est que les opérateurs, ils viennent pas pour glander, en fait. Ils viennent pour s'y filer et pour bosser, quoi. Ils viennent pour produire quelque chose dont ils sont fiers. Et ça, on l'oublie, quoi. Et puis, quand on est sur une machine où il y a, je sais pas, des problèmes de qualité qui sont récurrents, qu'il y a des problèmes de sécurité ou de marche qui sont récurrents, c'est quand même des journées qui sont dures pour eux. Donc, quand ça tourne bien, c'est des journées qui sont fluides et c'est quand même extrêmement plaisant quand on termine sa journée et qu'on a réussi à réaliser tout ce qu'on voulait faire de la manière dont on voulait le faire. C'est clair. Et du coup, en continuant tes expériences, t'es passé un peu un peu 3 ans chez Blédina. Et là, aujourd'hui, tu travailles chez Moët Hennessy. C'est ceux qui fabriquent du champagne, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est quoi le process de fabrication du champagne? Moi, ça m'intéresse un peu, ça. Petite parenthèse. Si t'as 2 minutes. Bah pour ça, il faut venir. Il faut venir. Les champenois seront extrêmement contents de t'expliquer le process de fabrication du champagne parce que y a rien de mieux qu'en vrai. Et en plus, il y a beaucoup d'endroits où on explique correctement comment faire le champagne parce que les étapes sont longues en fait à expliquer. Alors, je viendrai, parce qu'en plus, je vois que c'est pas très loin de Paris. Promis, je viendrai. Et on fera une photo, on publiera, et comme ça, on aura montré la preuve que je suis venu. Mais moi, je parlais plus au niveau industriel. Tu viens faire de l'amélioration continue dans une usine qui fabrique du... Alors déjà, tu vois, dans ma tête, le champagne, pour moi, c'était pas une usine. C'est un mec dans une cave qui tourne des bouteilles, tu vois. J'exagère, hein. Est-ce qu'il y a un process industriel? Il y a des machines? Comment ça se passe? En partie, oui. C'est assez vaste comme domaine. Ça part effectivement du tirage du vin. Ça part aussi, donc il y a une partie donc de tirage, il y a une partie de stockage en cave, une partie de remuage. Donc tout ça fait partie de la production, hein. Il y a une partie après qu'on appelle de dégorgement, qui est vraiment spécifique au champagne. Et ensuite, tu as une partie de restockage en cave, donc suite au dégorgement, et ensuite il y a une partie d'habillage quand on est prêt à vendre le vin. Donc, attends. Entre le moment, je vais essayer de faire 2 étapes. Entre le moment où le raisin a été pressé et le moment où la bouteille est dans un supermarché, un caviste. Peut-être, je pense pas que ça se vend au supermarché, si peut-être, je sais pas. Enfin, peut-être pas cette marque-là, mais ouais. Ça dépend. Voilà. Entre le moment où où le raisin a été pressé et le moment où la bouteille est dans un supermarché, il se passe combien de temps? Ça dépend des champagnes. Ok. Y a des mais champagnes. En moyenne, tu vois.
Non, c'est en plus je réponds vraiment pas en mode normand, hein. Il y a des champagnes qui se stockent, qui peuvent se stocker 2 ans, et il y a des Ok. champagnes millésimés qui peuvent se stocker 45 ans en cave Avant d'être vendu. avant d'être vendus. Ok. Donc tu as des processus de production qui prennent 45 ans. Et toi, là, en règle Alors générale, c'est des processus de production qui sont qui sont au service de l'œnologue. C'est ça une des grandes spécificités, je dirais industrielles du champagne, c'est qu'on est au service de l'œnologue, et c'est bien l'œnologue qui décide quand, comment, quel est le meilleur moment pour travailler le vin. ok. Ah ouais, donc là, t'as vraiment, en fait, c'est dans ta production, donc ta matière première qui est le champagne, que tu vas mettre dans des bouteilles magnifiques que tu vas travailler. En fait, tu vas les travailler par lot avec toutes les phases dont tu nous as parlé avant. Et tu as un chef d'orchestre qui est l'œnologue, qui va sur un lot de tel mois, telle année, va dire, ok, c'est bon pour passer à cette phase-là, ou non, c'est pas bon. Tout à fait. Ok. Ah ouais, donc t'es dans ta production à toi. Ah, la galère. T'es dépendante du bon vouloir, de savoir si le vin, si le champagne, il est prêt à passer à l'étape supérieure, quoi. Oui, mais c'est pas du tout une galère. Je dirais que Ok. c'est le stade, c'est les œnologues qui savent quel est le meilleur moment pour passer à telle étape. Donc on leur fait entièrement confiance. Non, bien sûr, mais je veux dire, d'un coup, c'est pas linéaire, par exemple. D'un coup, tu vas te retrouver à avoir énormément de choses à faire. Enfin, ta production, elle est pas linéaire, j'ai l'impression, parce que du coup, il peut y avoir des températures, des années qui font que, tu vois, tu vas te retrouver, je sais pas si ça marche par année ou par mois, mais disons que ta production est beaucoup moins linéaire dans ce cas-là, j'ai l'impression. Alors il y a une partie de la production qui est saisonnière, typiquement le tirage. Donc là, Ok. c'est des machines qui tournent une partie de l'année, c'est-à-dire du moment où les cuves sont prêtes de vin à être tirées pour être mises en bouteille. Il y a une partie qui globalement fonctionne toute l'année, c'est l'habillage des bouteilles, parce qu'on en a besoin toute l'année. Et Ouais. après, oui, le dégorgement aussi, et les caves fonctionnent quasiment toute l'année. Oui, parce que tu as un produit, le champagne, une fois qu'il est prêt à être vendu, il peut se conserver plusieurs années. Et donc là, ton habillage tourne quasiment en continu parce que t'es pas obligé de le vendre dès qu'il est prêt, quoi. Contrairement au C'est ça en yaourt. partie, ouais. Ouais. Ouais, donc t'es quand même passé d'une DLC de quelques jours à quelques années, là. Mais en fait, je suis passée d'une DLC à une DLUO. DLUO. Oui, la DLO, c'est une date limite d'utilisation optimale qu'on Ok. utilise par exemple pour les produits qui sont pas ultra frais, donc par exemple la blédine, ou je sais pas moi, ça peut être tous les éléments que tu as dans les rayons de supermarché et qui sont pas stockés dans les rayons frais, ce qu'on appelle des DLUO, des dates limites d'utilisation optimale, alors que de l'ultra frais, on est sur des quelques jours Ok. d'utilisation. Et donc là, oui, là, on n'est plus du tout sur de la DLC ou de la DLUO, on est sur de la maturation. La maturation. Ah oui, parce que du coup, un champagne ne périme pas. Il y a toujours une idée de meilleur moment pour le boire, Ouais. mais en tout cas, c'est pas comme un yaourt qui va périmer ou un produit à date limite d'utilisation optimale. Ok. Et je t'avoue que ça reste un peu flou pour moi. C'est quoi c'est parce que ça fait 6 mois, c'est ça, que tu travailles chez Moët Hennessy, Non, à ça peu fait près. depuis début juin. Début juin. C'est LinkedIn qui ment du coup. Et euh, c'est quoi les premiers chantiers d'amélioration continue là que t'as lancé? T'as travaillé sur quoi du coup? Ça me paraît un peu, tu vois, un peu abstrait. Alors déjà, moi, effectivement, je viens juste d'arriver. Donc déjà, la première étape, comme je te disais, c'est de découvrir ce que c'est que le champagne, de découvrir ce que c'est que Ouais. la production, de découvrir ce que c'est l'histoire de la maison aussi, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on arrive dans une nouvelle société. Donc ça fait partie de mes premiers mois, on va dire, de présence. Donc là, il s'agit, comme je te disais, déjà de comprendre ce qui se passe, de sentir un peu aussi ce qui se passe. Et ensuite, la deuxième étape, c'est on va dire de co-construire avec les personnes qui font partie de la production les grandes étapes et les grands besoins
dont l'équipe de production a besoin. Donc j'ai moi des idées, mais j'aime bien en tout cas, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est d'avoir cette discussion-là et d'avoir en tout cas ces échanges. Alors ça peut être sous forme de brainstorming, ça peut être sous forme il y a plein d'outils de créativité qui peuvent aider à imaginer ce qu'on aimerait faire à l'avenir et comment, sous forme de quelles étapes. Et donc ça a déjà été une des premières étapes, c'est de se poser et de dire, voilà, qu'est-ce qui vous convient de votre fonctionnement actuel? Qu'est-ce qui vous convient plus? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place à l'avenir? Et qu'est-ce qui est prioritaire après dans tout ça? Donc ça, c'est déjà une première chose, parce que si on n'est pas aligné sur la cible et sur ce qui plaît pas à l'heure actuelle, ce qu'on voudrait au futur, c'est pas la peine de commencer. Et puis, je pense que, comme je te disais, les premiers chantiers, c'est déjà de s'assurer que la culture est bien présente. Donc, c'est ces 2 chantiers-là qu'on attaque tout juste, parce que si on fait le calcul, juin, juillet, août, 3 mois, septembre, octobre, j'ai vraiment commencé en septembre. Ouais, ok. Donc c'est tout jeune. Faudra que tu reviennes du coup pour nous dire un peu comment ça s'est passé quand tu aurais eu le temps de faire d'autres choses. Je pense que le mieux c'est que tu viennes. Je vais venir, promis. Ça fait 2 fois que tu m'invites, j'ai compris. Je vais venir. En plus, j'aime bien le champagne, donc j'aime bien sabrer le champagne. C'est vrai. Mes amis qui écoutent le podcast le savent. J'aime pas trop en boire, mais j'aime bien le sabrer. Ouais, bien, c'est déjà un bon début. Ça en fait plus pour les autres. Je vois le temps qui passe, et même si c'est hyper intéressant, on essaie quand même de faire des formats qui durent pas 5 heures. Peut-être qu'un jour ça changera. Est-ce que tu aurais à nous partager ton plus gros échec en amélioration continue et ce qui t'a appris? J'aime pas trop parler d'échecs. Sincèrement, en fait, je pense que je vais être un peu break là-dessus, mais Vas-y. pour moi, on n'est pas dans une attitude, en tout cas dans un état d'esprit d'amélioration continue, si on se parle d'échec, en fait. Donc, c'est important aussi moi, je parlerais plutôt de qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Ça me va. Qui a pas, voilà, donc j'aime déjà dans les termes, je pense que c'est important, notamment quand on parle à des équipes de prod, pour les motiver aussi. Il y a ça qui est important. Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, les choses que moi j'ai toujours à cœur aujourd'hui, et que dans le passé je me suis rendu compte que j'aurais pu toujours mieux faire, c'est savoir sentir assez bien les choses et être à l'écoute du terrain pour être sûr que c'est le bon moment et la bonne manière de lancer un nouvel outil, une nouvelle démarche, un nouveau rituel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, où j'ai moi constaté que c'était très souvent source de complications, c'est les lancements. Les lancements de lignes, surtout quand on est dans des usines où on lance beaucoup de lignes, on lance beaucoup de produits, et que ça devient quelque chose d'assez, on va dire, normal, et que du coup on n'est jamais dans une phase de stabilisation. Et ça, du coup, c'est des choses que moi, en tout cas, j'ai constaté qu'on aurait pu mieux faire, dans le sens, quand on lance une ligne, il faut déjà créer une équipe de lancement en ligne correctement, définir les rôles précis de chacun, avoir un leader sur un projet, c'est quelque chose qui est ultra important, avoir un leader, parce que sinon, c'est vrai que on rêve tous d'avoir une organisation horizontale qui s'auto-nourrit, mais il y a un moment donné, quand même, avoir un leader de projet. Moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai constaté que c'était quelque chose qui était très important. Donc ça, déjà, c'est des choses qui sont très importantes. Et tu vois, dans ce que j'ai pu voir dans le passé, les moments où ça a été compliqué, c'est que déjà ça, à la base, c'était pas très très clairement défini. Et après, une fois que tu as déjà ça qui s'est créé, que ce soit un manager pour son équipe, ou bien vraiment on va dire dans un lancement de produits, un lancement de nouvelles lignes, et c'est comment créer la dynamique et les rituels et la confiance de chacun pour que les choses aillent vite et que chacun sente sa valeur ajoutée à l'édifice. C'est un très bon retour. T'as raison. Moi, c'est vrai que je parle souvent d'échecs, mais t'as raison de le montrer aussi plus sur qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Ça sert à rien de tout le temps s'autoflageller.
Dans tes réponses, j'ai senti aussi une prochaine réponse à ma question qui arrive juste après. Parce que là, du coup, il va me rester 3 questions. On arrive à la fin du podcast. Oui. Est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie? Alors, j'ai pas vraiment de coup de gueule parce que, alors moi, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on se dise, c'est que j'ai pas de coup de gueule envers l'industrie française. En fait, je suis plutôt contente qu'on ait encore des industries en France. Ah, mais c'est cool ça. Donc j'ai plutôt tendance à encourager les industries françaises plutôt qu'un coup de gueule parce que il faut qu'on conserve les industries en France et je pense que tu sais aussi bien que moi de quoi on se parle. Ah bah là, tu te passes un converti, hein. Voilà. Donc ça c'est la première chose qu'il faut se dire. C'est je pense qu'il faut encourager les industries françaises parce que pour certains c'est devenu chose rare. Et ensuite, je dirais que dans cette dynamique-là, pour moi, le plus important, je n'appellerais pas ça un coup de gueule, je pense qu'il faut rendre les personnes qui travaillent dans ces industries françaises fières et faire en sorte qu'elles soient les premières ambassadrices de leurs industries et de leur marque. Parce que c'est vrai que l'industrie, souvent, ça a une connotation pas très sexy, alors qu'en fait, derrière, il y a des hommes. Il y a des gens qui sont extrêmement fiers de ce qu'ils font et quelle que soit la manière dont ils le font, qu'on se parle d'automatiser, de semi-automatiser, de 100% manuel, et bien dans tous les cas, il faut quand même se rendre compte que derrière ces industries-là, il y a des centaines d'hommes et il faut les rendre fiers et c'est eux les premiers ambassadeurs de leur marque. J'adore, ça me va très bien. Alors c'est pas un coup de gueule, c'est plus un coup de, je sais pas comment on appelle ça. Ça me va très bien. Moi je valide à 100%. Tu sais qu'en plus, un truc de fou, hein. Je suis quand même un peu dans le métier, je me renseigne beaucoup là-dessus. Oui. En France aujourd'hui, on aurait la capacité de tout produire en France, si on voulait. Tout ce qu'on consomme en France, quasiment, on aurait la capacité de tout faire en France. Et on a aujourd'hui, t'as raison, un territoire industriel qui est ultra riche. Il y a 220 000 usines en France. C'est énorme. Et il y a des savoir-faire, comme tu dis, automatisés, semi-automatisés, manuels. Il y a savoir-faire dans tout. J'aime bien, t'as raison. Tu transformes mes questions, mes questions échecs. Mais derrière, il y a une sorte de coup de gueule si tu regardes bien ma réponse. C'est quelle image ont les gens de l'industrie française? Non mais t'as raison, c'est trop. Mais tu vois, c'est pas un coup de gueule pour l'industrie, c'est plus un coup de gueule pour tous ceux qui y bossent pas, quoi. Les gars, regardez, on est là, on fait des trucs de fou. Putain, regardez quoi. Arrêtez d'acheter vos vêtements en Chine. Ça c'est mon coup de gueule à moi, ça. Est-ce que, avant-dernière question, est-ce que t'aurais un truc à nous recommander qui parle d'amélioration continue, que ce soit une vidéo, un livre, une BD, je sais même pas s'il y a des BD sur l'amélioration continue, ou un podcast, un autre podcast aussi, tu vois, à recommander à nos auditeurs. Comme ça, là, tout de suite, j'écoute beaucoup de podcasts parce que je suis quelqu'un de très, très curieuse et en fait, je me rends compte que des fois, c'est en allant chercher des podcasts qui n'ont rien à voir avec l'amélioration continue que j'apprends des choses qui pourraient être implémentées dans l'industrie. Donne-nous un qui pourrait... Un qui t'a aidé, et peut-être même un épisode directement, qui t'a aidé à implémenter des choses. Alors moi, j'en ai un qui s'appelle Pauline Léniaud. Je sais même pas Pauline Léniaud. Ouais, je la connais, ouais. Enfin, je la connais pas personnellement, mais je connais son podcast. Et moi, je trouve que c'est alors le conseil que je pourrais donner, je pense que demain, ce qui fera avancer les boîtes, on va peut-être le faire comme ça d'ailleurs. Je pense que ce qui fera avancer les boîtes, en tout cas les personnes qui arriveront à faire avancer les choses, c'est des gens qui ont des soft skills. C'est-à-dire qui ont une intelligence relationnelle, qui savent comprendre les problématiques du terrain, qui savent accompagner le changement, qui sont créatifs et du coup qui quelque part sont un peu out of the box et un peu disruptifs. Et c'est souvent des gens qui vont paraître un peu étonnants au premier abord, mais quand on va essayer d'appliquer un peu leur façon de voir les choses et leurs idées à nos problématiques quotidiennes, vont peut-être nous trouver des solutions que nous on n'aurait peut-être jamais pensé parce que on est trop concentré et on est trop entre guillemets
dans une boîte qui est un peu fermée. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est effectivement il faut être curieux, il faut se rapprocher justement peut-être de ces podcasts ou de ces gens-là qui sont un peu disruptifs et qui peuvent parfois nous apporter des choses extraordinaires dans notre façon de voir les choses dans l'industrie et donc dans l'amélioration continue. Carrément. Bah là, je vais encore dire, mais ouais, je suis vraiment totalement d'accord avec toi. Je pense que un des problèmes que j'ai vu, par exemple, tu vois, quand on rencontre des responsables de production, ils nous disent qu'ils ont connu dans leur vie 2 usines. Et c'est la moyenne, et ça, c'est la moyenne de beaucoup de responsables de production. Et je me dis, putain, mais c'est dommage parce que même dans leurs équipes, tu vois, les gens ont pas vu beaucoup d'usines ou ont pas vu beaucoup d'autres choses. Et donc, du coup, il y a une pauvreté dans les idées, et c'est normal, parce que, plus tu voyages, plus tu rencontres des choses, plus tu visites d'autres endroits, plus en fait t'apprends des idées que t'avais pas pensé, quoi. Et donc c'est une très bonne idée de recommander le podcast de Pauline Legnaud. C'est une très très bonne idée. Le tien est très bien aussi parce que moi, à chaque fois que j'écoute aussi, j'apprends des choses parce que je suis quelqu'un de très curieux et du coup, je me dis que je peux toujours apprendre. Cool, ça fait plaisir. Il reste une dernière question. C'est la fin du podcast, sauf si tu as envie de dire d'autres choses. Tu as le droit. S'il y a un truc que tu voulais absolument partager en plus avant cette dernière question. Une dernière chose qui pour moi, tu vois, me semble important à travers la dernière question que tu m'as posée. Pour moi, c'est important de pouvoir donner et de savoir donner confiance en chacun et en chacune des personnes qui travaillent dans l'industrie, parce que si jamais c'est pas le cas, ils pourront jamais individuellement à leur niveau améliorer les choses. Ok, et comment tu fais ça? Moi, je suis totalement d'accord à chaque fois avec les grandes phrases comme ça. Je les adore. Et derrière, je me dis toujours, ok, et sur le terrain, concrètement, une astuce pour faire ça sur le terrain, quoi. Comment est-ce que je mets ça en place? Déjà, tu l'as bien dit, c'est concrètement. Je pense qu'il faut être concret sur le terrain. Il faut se parler de concret. Ça sert à rien de partir dans des grandes philosophies. C'est ok. Revenons sur du basique. C'est quoi votre problématique? Comment je peux vous aider? Ouais. Et démontrer que ce sur quoi tu t'engages, faire peu mais bien, tu le fais et jusqu'au bout. Faire peu mais bien. Et t'as dit juste avant, c'est quoi votre problématique? Comment je peux vous aider? Ça, c'est magnifique parce que je le sais, tu te considères, toi, comme un métier support. Tu es là pour aider les gens. Oui, tout à fait. Trop classe. Dernière question, du coup. Et à chaque fois, j'inverse un peu la tendance. Vu que je t'ai posé des questions pendant exactement, et là, ça va sonner dans 2 secondes, 52 minutes. Est-ce que tu as une question pour moi? J'allais dire Pauline, pas du tout. Margot, est-ce que tu as une question pour moi? Oui, j'en ai une. Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à une usine qui lance une démarche d'amélioration continue si tu en avais un seul à donner avec toute ta connaissance? Installer des boutons déclic. Non, je rigole. Le mec, elle est pas mal. Non. En plus, non. Non, une usine qui démarre l'amélioration continue. Si, on peut l'aider, mais non, moi j'ai. Genre, remets-moi le contexte. Elle démarre vraiment. Genre, c'est quoi le contexte cette usine? Elle veut lancer une démarche d'amélioration continue. Quand tu dis elle veut, c'est qui dans l'usine qui veut? On pourrait dire la direction. La direction, ok. Parce que du coup, ouais, si c'est la direction qui se dit j'ai envie de faire de l'amélioration continue parce que j'ai envie d'augmenter ma performance et mes marges, et ils ont raison, c'est une très bonne idée. Moi, la première étape que je leur dirais, il y a énormément de formations qui existent pour ça, même des formations en ligne. Il y a plein de cabinets de consultants qui proposent ça. Moi, je leur dirais déjà de repartir sur les bancs d'école pour essayer d'aller se nourrir, comme tu l'as dit, avec travers les podcasts, à travers des vidéos, d'aller se renourrir du lean, et 2, d'aller descendre sur le terrain. Moi, je parle beaucoup de descendre des escaliers, d'aller descendre dans l'usine, d'aller tu vois, relever les manches là de la chemise et d'aller fabriquer un petit peu. Si jamais ils veulent vraiment faire de l'amélioration continue, moi je leur dirais commencez par repasser une journée à bosser dans l'usine, parce qu'il y a de grandes chances que si jamais c'est la direction, c'est eux qui ont monté l'usine. Au début, c'est eux qui fabriquaient
les saucisses, les yaourts, ce que tu veux. Et mais ils ont oublié parce que ça fait longtemps qu'ils y sont plus. Donc moi, je leur dirais descendez sur le terrain, mettez les mains dans le cambouis, fabriquez des trucs, passez des bons moments avec les gars et les opératrices sur le terrain, passez des moments de production, des moments douloureux. Et une fois que vous avez fait une petite semaine terrain, où en plus ça vous a fait du bien mentalement, vous allez voir, c'est un peu comme aller à la salle de sport. Là, vous êtes prêts, vous pouvez commander des boutons Déclic et aussi des animateurs, on sera ravis. Et vous pouvez commencer à faire des choses concrètes. Ouais. Top, ça marche. Tu m'as lancé, tu m'as donné plein d'idées là. Merci beaucoup Margot. Merci à toi. C'était cool, comme à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui fait de l'amélioration continue. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si jamais vous voulez poser des questions à Margot, n'hésitez pas à la taguer sur le post LinkedIn ou à lui écrire directement. Je pense qu'elle sera ravie de vous répondre ou pas du tout. Ça dépendra de son humeur. Non, je plaisante. Si je serai toujours ravie. Si jamais vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un email. arnaud@declique.fr. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur nos boutons, je vous invite à visiter notre site web www.declique.fr. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Et merci encore Margot. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas, il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, eh bien, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declique.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le lean dans les usines.